tous et à toutes. On se retrouve pour l'épisode 5 de notre série sur le sommeil qui va cette fois concerner vraiment l'environnement propice au sommeil, les activités qu'on peut faire le soir, ainsi que la routine, les rituels pour favoriser un endormissement un peu plus fluide. Commençons par les activités favorables en fin de journée. On adore la phrase « Le jour prépare la nuit ». Effectivement, on ne peut pas aller se coucher sans qu'il y ait eu des choses qui soient faites dans la journée. On va pouvoir distinguer plusieurs moments. Moi, je trouve qu'il y a la journée et il y a la fin de journée. Dans la journée, ce qui est important, c'est que tout au long de cette journée, les besoins, on va dire de base, aller à la toilette, boire, soient comblés. Et du coup, ça évite d'avoir ce moment où en fin de journée et au moment d'aller se coucher, il y a 5 verres d'eau descendus juste avant d'aller, plein de tours aux toilettes et voilà, et des tours aux toilettes dans la nuit, peut-être des choses comme ça. Donc en tout cas, la journée va forcément influencer le soir là-dessus. Également, dans la journée, ça va être de proposer à son enfant d'aller se balader, de faire une activité physique. Alors, dans la journée, quand il y a l'école, quand on les récupère et on démarre le tunnel du soir, c'est compliqué de caler une heure d'activité sportive. Ça peut être de rentrer à pied de l'école, rien que ça déjà. Ça peut être de traîner un peu en bas de l'immeuble, dans le jardin, peu importe l'endroit, dans un petit parc, pas forcément une heure, mais de prendre l'air un peu, d'avoir un sas, un peu de décompression entre l'école et le moment où l'enfant sait qu'une fois qu'il va rentrer, voilà, la soirée va vite s'enchaîner quand même. Ça permet d'avoir un moment de décharge aussi pour les enfants. Et c'est plus sympa à l'extérieur. Ensuite, on va attaquer plutôt le côté fin de journée, fin d'après-midi, début de soirée. Et là, il y a le repas qui peut être assez central quand même pour plusieurs choses. Autant pour discuter que pour raconter des événements qui ont embêté les enfants, des choses agréables, des choses désagréables. D'avoir un petit moment où on vide son sac sur le moment du repas et puis où on accorde son attention en tant que parent à ses enfants, en misant sur le fait que, voilà, sur ce moment agréable de partage, ça va éviter d'étirer un peu le temps de la routine, le fameux « maman, je t'ai pas raconté aujourd'hui à l'école », qui arrive des fois quand l'enfant est au lit. Et les parents aussi, justement, on en revient toujours à ce côté modélisant où en tant que parent, on peut raconter aussi un moment qu'on a bien aimé, un moment qui était plus désagréable. Ça peut être un rituel en fait qu'on intègre dans les repas du soir, de se dire chacun raconte ce qu'on a préféré de notre journée et ce qui était un peu moins agréable. Et comme ça, en fait, ça favorise aussi, ça n'a rien à voir avec le sommeil, mais ça favorise aussi l'écoute et l'empathie et la compréhension de ce qu'ont traversé les autres membres de la famille dans leur journée. Ça permet aussi un moment un peu de connexion familiale qui peut être sympa. Où on se retrouve après cette journée où chacun a eu ses activités. Et puis, on ne peut pas ne pas parler des écrans. Alors, je ne vais pas vous dire zéro écran de toute façon, toute la vie, tout le temps. Enfin, voilà, faut aussi être réaliste, malheureusement, sur des choses. Voilà, c'est prouvé que les écrans retardent l'endormissement, empêchent la sécrétion de la mélatonine. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'à partir du repas, en tout cas du temps de repas, on évite les écrans. Donc, ça peut être 1 heure avant de coucher, ça peut être des fois plus quand on mange très tôt. Mais se dire que le repas fait la limite entre les écrans et tous les écrans, c'est-à-dire pas le téléphone est un écran, la tablette, la télévision, l'ordinateur, mais voilà, le repas peut être un peu cette limite là-dessus. Finalement, ce temps de repas, si on arrive en plus à y mettre quelque chose d'agréable et positif dans un temps d'échange, finalement, c'est la règle immuable. Après le repas, il n'y a plus d'écran. Ça évite l'espace pour la négociation, on va dire. Dans l'environnement qui est propice au sommeil, donc ce que vous allez pouvoir proposer comme environnement à votre enfant ou vos enfants, il y a des choses sur lesquelles on a la main, d'autres un petit peu moins. Je vous donne la théorie et on voit que particulièrement en ce moment, parce qu'on tourne la vidéo en plein été, donc particulièrement en ce moment, c'est compliqué. Il y a un des points, c'est la question de la luminosité. Donc c'est vraiment le noir ou une très faible luminosité, parce qu'en fait concrètement notre cerveau, on a un cycle quand même jour-nuit, et si on s'endort avec beaucoup de lumière, en fait il n'y a pas eu le fameux message à notre cerveau qui le fait arriver à la conclusion qu'il va être temps de dormir. Donc il faut être assez vigilant sur la force des veilleuses, parce qu'il y a des veilleuses qui sont très fortes, et donc ça vaut le coup de soit les mettre dans un petit coin de la chambre pour baisser la luminosité, soit en prendre un petit peu moins lumineuse. Bon, évidemment, en plein été, on passe du moment du repas où il fait très très jour à un moment potentiellement plus dans la chambre où on essaye de clore,
mais il fait jamais parfaitement noir potentiellement. Et puis en plus, il y a vraiment la transition qui est très brusque par rapport à l'automne et l'hiver, où finalement la fin de journée est sombre. Et donc si on a des lumières un peu tamisées dans la maison, en fait, il y a ce processus naturel. Deuxième pôle, la température plutôt fraîche. Dans les chambres, ce qui est attendu, c'est autour de 17 degrés. Autant dire que aujourd'hui, il fait 30 degrés dehors. Si on n'a pas de clim, on n'a pas 17 degrés dans les chambres, c'est impossible. Donc l'idée, c'est plutôt de se dire, il faut un moment où le corps rafraîchit un petit peu. Plus la chambre est fraîche, plus c'est favorable au sommeil. Donc c'est pour ça qu'on a plutôt tendance à ne pas conseiller les activités physiques avant d'aller se coucher. Le fameux chahut du soir, ça fait plutôt monter la température corporelle et donc ça empêche cette baisse de la température corporelle qui permet de s'endormir. Après, quand il fait vraiment très chaud, ça peut être de passer un coup de gant avec de l'eau un peu plus fraîche, petite douche, ou en tout cas avoir quelque chose qui rafraîchit un petit peu au moment du coucher. Et enfin, on a aussi le fait d'avoir un lieu qui est apaisant et sans trop de stimulation. Très souvent, les jeux des enfants sont dans leur chambre. Donc il y a vraiment le côté, c'est stimulant parce qu'il y a plein de jeux potentiellement dans la chambre. Il peut y avoir les activités des plus grands ou des plus petits, voilà. Mais l'espace au moins lit et ce qu'il y a juste autour du lit, que ce soit quelque chose qui n'ait pas trop de stimulation. Je pense par exemple au lit où il y a énormément de doudous ou de peluches ou de choses comme ça. Le mieux, c'est qu'il y en ait le moins possible pour que ce soit vraiment un lieu de calme et d'apaisement et pas un lieu de jeu et de stimulation. Le dernier point, c'est vraiment la question de la régularité. Mine de rien, c'est très apaisant d'avoir quelque chose de routinier et c'est très structurant pour le fonctionnement de notre corps d'avoir quelque chose de routinier aussi en termes d'horaire. Donc une heure de coucher plutôt régulière, c'est vraiment quelque chose qui va favoriser l'endormissement. Parce que finalement, des heures de coucher qui sont très variables, ça fait que du coup les levées, bon, on l'a déjà expliqué la dernière fois, ça peut faire des petites dettes de sommeil d'une part, qui entraînent un fonctionnement dans la journée qui est un peu difficile, avec plus de crises émotionnelles ou des choses comme ça, qui entraîne un coucher qui est plus compliqué, voilà. Et d'autre part, y a vraiment ce côté, si on s'est couché très tard et que le lendemain on essaie de se coucher tôt, c'est pas forcément évident en fait, parce que notre corps, il a besoin de ce cycle régulier éveil-sommeil, éveil-sommeil. On va pas mettre son enfant, l'accompagner au lit à 17h, même si, ou l'hiver, dès qu'il commence à faire nuit. L'idée, ça va être de reconnaître tous ces signes de fatigue. Ils vont être propres à chaque enfant, en fonction des âges aussi. Les signes chez le bébé, chez le petit enfant ou chez le plus grand vont pas forcément être les mêmes. On peut y voir des signes aussi bien physiques, donc des bâillements, se frotter les yeux, avoir les yeux un peu cernés, un peu rouges, un peu brillants. Mais on peut avoir aussi des signes au niveau du comportement. Mon fils, il va papillonner d'un jeu à l'autre sans possibilité de se poser, par exemple. Là, c'est le signe où je sais qu'il est fatigué. Ça, c'est tous ces petits signes en tant que parents qui peuvent nous dire « Ah, on s'approche du moment du sommeil, je vais mettre en place ma routine pour l'accompagner ». Et c'est vrai que c'est des fois difficile de les attraper parce qu'il y a des enfants qui font un peu on-off, qui peuvent donner cette impression-là, en tout cas notamment sur les enfants en mouvement. Du coup, on a l'impression qu'ils sont jamais fatigués. Mais en fait, peut-être ce grand mouvement des fois, en fin de journée, exprime finalement le besoin d'aller se coucher, le besoin de dormir. Dans le prochain épisode, on ira sur la routine du soir, les rituels du coucher, et vous expliquer très concrètement qu'est-ce qu'on peut intégrer dans une routine et dans les rituels.